Donc la technique suit, donc on reprend avec Guy Baron, que je ne présente pas, géographe, pof. Merci. On réserve en ce qui concerne Guy, parce qu'une fois qu'il est parti, il a du mal à s'arrêter. On le laisse parler tant qu'il a envie et on n'intervient, on pose des questions qu'après, autant qu'on veut. Guy ? Merci. Oui. Bien, j'ai eu comme mission de faire d'exposer une conférence sur les nappes phréatiques dans la presqu'île guérandaise, un sujet qui n'est pas évident pour un géographe qui n'est pas hydrogéologue, et que je vais essayer, je demanderai donc de... Voilà, ça commence. Donc je ne suis pas hydrogéologue, je suis géographe et je travaille donc sur plutôt les marins et la mer, mais j'ai aussi une formation de géomorphologue de par mes études anciennes à l'Université de Nantes. Et donc j'ai essayé de faire quelque chose sur les nappes phréatiques en passant par une vision historique pour savoir d'où on part et pour savoir où l'on va. Ce puits vous montre d'ailleurs qu'on est au bord de la mer et qu'il y a des nappes phréatiques, y compris sur la côte, à très peu de distance de la mer. Nous sommes là au Croisic, au sud de la plage de Porlin. Un peu de recul pour savoir de quoi on parle. Vue du ciel, l'eau sur la planète Terre, elle se divise, vous voyez dans la première colonne, en eau saline. La Terre, c'est la planète mer, en fait. Et l'eau douce n'occupe que 3% de cette planète. 3%, ça ne veut pas dire que c'est de l'eau potable. C'est 3% de l'eau douce. Cette eau douce, deuxième colonne, se répartit en glaciers. 68% ce sont des ordres de grandeur, des eaux douces de la Terre sont mobilisées dans les glaciers, qui, vous le savez, sont en train de fondre à grande vitesse, notamment la calotte glaciaire du pôle sud. Les Inland Seas également sont en train de fondre, c'est le cas au Groenland notamment. Donc ces eaux salines vont se renforcer d'eau de la fonte des glaciers si le réchauffement climatique se confirme et s'il se poursuit, ce qui semble quand même quelque chose d'irréversible. Les eaux souterraines occupent autour de 31%, 33% des eaux douces de la Terre. Alors, ce qu'on appelle les autres, ce sont des eaux qui sont celles qu'on va voir à droite, c'est-à-dire les rivières, les marais et les lacs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les eaux de surface. Alors, la différence entre les 0,04% d'eau de surface et les 0,3% vient que l'on n'a pas comptabilisé dans cette statistique les estuaires, les eaux saumâtres des deltas et des marais maritimes. Donc les rivières occupent 2%, les marais 11%, les lacs 87% de cette eau douce si rare sur Terre, puisqu'elle ne fait que 3% de la masse des eaux de la Terre. Si l'on prend les précipitations en France, que devient l'eau des précipitations ? 13% alimentent les cours d'eau, 23% s'infiltrent dans le sol, donc là concerne les nappes souterraines, et 61% s'évaporent. Là encore, on voit bien la fragilité de notre eau douce sur Terre, combien dans le cycle perpétuel de l'eau, cette eau douce doit être préservée. En France, 62% de l'eau du robinet provient donc des nappes superficielles, c'est-à-dire des lacs, des étangs, ou profondes, c'est-à-dire des nappes souterraines. Pardon, 62% provient des nappes souterraines. 62% de l'eau en France qui est consommée provient des nappes souterraines, soit des nappes souterraines de surface, soit des nappes souterraines plus profondes qui peuvent descendre. On peut avoir des nappes souterraines à plus de 100 mètres de profondeur. Si on prend la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique, en 2020, ce n'était que 17% de l'eau souterraine qui arrivait à notre robinet. C'est-à-dire que la consommation de la communauté des 15 communes de Cap-Atlantique
provient d'eau de surface et non pas d'eau souterraine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique qui est la moyenne française. On est dans une logique qui est plutôt bretonne, où là, ce sont les eaux de surface qui dominent les eaux souterraines. Et si on prend la communauté d'agglomération de la Carène, puisqu'on a quand même la presqu'île, c'est un ensemble de ces deux communautés d'agglomération, là, on a 43% de l'eau qui arrive au robinet, qui vient de nappes souterraines profondes, mais qui ne vient pas de nappes souterraines qui se trouvent sur la presqu'île guérandaise, mais ça vient de la nappe de Cambon, qui se trouve donc plus à l'est. Autrement dit, on est comme dans toute la Bretagne, dans une région où les nappes de surface sont celles qui nous alimentent. C'est la Vilaine d'un côté, c'est la Loire de l'autre, et nous n'avons pas de très grosses réserves de nappes phréatiques. D'où la difficulté que j'ai eue d'ailleurs à préparer cet exposé. Si je prends ce schéma qui représente la géomorphologie de notre région, qui a été faite par Dominique Sellier, qui est un géographe, géomorphologue, un des derniers, de Nantes, nous voyons que la région est composée de blocs basculés, à commencer par la grande côte que l'on a ici, la côte du Croisic de bas du Pouliguen, le coteau de Guérande, sur lequel nous sommes, et puis le sillon de Bretagne, autant de cassures dans le socle qui font des blocs basculés. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de nappes phréatiques, la place des nappes phréatiques dans cet ensemble de blocs basculés est très difficile à bien cerner d'une manière globale, même si le BRGM estime qu'il s'agit de la même masse d'eau, c'est-à-dire une masse d'eau souterraine qui est en connexion avec des roches métamorphiques, des roches issues de l'histoire ancienne de notre presqu'île, de l'histoire géologique ancienne, et également de schiste, si l'on va en périphérie de cette zone des coteaux de Guérande. Il existe une seule nappe tertiaire, de roches tertiaires, c'est-à-dire de couverture sédimentaire, c'est le bassin de Cambon, qui est dessiné ici, et qui est à l'origine du Brivet, la rivière qui va drainer la Brière ou qui draine la Brière. Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, ça dépend des moments et de l'ouverture de l'écluse qui est fermée ou ouverte sur l'estuaire de la Loire. Donc nous avons des masses d'eau souterraines que je vais essayer d'aborder, je dirais morceau par morceau, espace par espace. J'ai commencé par la Grande Côte, c'est-à-dire bas le Croisic, la Baule. Puis j'ai abordé un peu les marais salants et le coteau de Guérande. Et ensuite, nous passerons sur le revers du coteau de Guérande pour arriver, bien sûr, au bassin de Cambon. Alors, l'histoire de la presqu'île, je vais essayer de rentrer dans l'histoire parce que c'est intéressant de voir quand même d'où l'on vient pour bien saisir qu'on n'a peut-être pas de plan B si on vient à manquer d'eau dans la presqu'île. L'histoire de la presqu'île est liée, l'histoire des populations de la presqu'île, de la société de la presqu'île est liée aux nappes phréatiques. Il n'était pas possible de vivre dans la presqu'île guérandaise si on n'était pas à proximité d'un puits, d'une fontaine. Et on en a recensé, par exemple, 153 à Guérande, dans la commune de Guérande, 1024 en Brière, et on pourrait multiplier ces recensements. L'avantage de ce recensement, c'est que ça nous permet de savoir où sont les nappes phréatiques, parce qu'on n'a pas de vue globale de ces nappes phréatiques sur la presqu'île guérandaise. Sont-elles partout, ces nappes phréatiques? Semble-t-il. Il y en a sur le littoral, sur le coteau de Guérande, sur le revers du plateau de Guérande, autour des bassins du Brivet jusqu'à Cambon, et puis on en a des nappes souterraines d'eau douce sous les marais salants, et sans doute sous la Brière, sauf qu'elle peut être aussi saumâtre, voire salée. Si l'on prend les traces de ces nappes phréatiques, je vais me prendre l'exemple de ce qu'on appelle la falaise, c'est-à-dire cet ensemble de dunes grises qui relie l'île de Bas à l'île du Croisic
pour reprendre des termes géologiques. Et ici, vous avez l'exemple même d'une dune grise sur laquelle vous avez une fontaine qui est en fait un puits illustré par Corot, bien mis en valeur. C'est une scène presque africaine, avec ce qu'il en reste aujourd'hui, qui est beaucoup moins mis en valeur au sein de du bourg, j'allais dire du bourg de Bas, au sein de la ville de Bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dunes grises et pourquoi a-t-on une nappe phréatique dessous cette dune grise? Eh bien, tout simplement parce qu'on a du sable. Le sable, c'est une roche. Ces dunes de sable ne sont pas très élevées, elles font quelques 5-10 mètres maximum. Et ce sable qui relie, ce cordon de sable qui relie le Bas et le Croisic, repose sur une zone imperméable d'argile bleue, apparemment. Et sur cette nappe, l'eau qui s'infiltre, les précipitations qui tombent, ont créé une nappe, donc ce qu'on appelle une nappe phréatique, libre, c'est-à-dire une nappe qui descend quand il y a une forte évaporation parce que les flèches sur le côté indiquent qu'elle s'écoule doucement vers le trait d'un côté, vers la plage de Valentin de l'autre. Et d'autre part, cette nappe donc varie en fonction des saisons. Et on a là une des nappes phréatiques qui a été utilisée à partir des années entre-deux-guerres. Et c'est elle qui ravitaillait le Bas et le Croisic pour aller vite. Autrement dit, on a ici l'exemple même d'une nappe phréatique littorale qui est soumise à des venues d'eau salée, puisqu'on est quasiment au niveau, cette nappe phréatique, voire sous le niveau de la mer, des venues de lentilles d'eau salée venant notamment de l'océan. Autrement dit, cette nappe n'a pas une qualité d'eau permanente. Elle a une bonne qualité d'eau quand il n'y a pas trop d'intrusion d'eau salée et quand il a beaucoup plu et qu'elle est à son niveau maximum. Donc, je commence par cela pour montrer que nous sommes dans une grande fragilité en termes d'autonomie aquatique. Sans être trop technique, une nappe souterraine, qu'on appelle parfois nappe phréatique, est composée bien sûr d'une roche qui sert de plafond, de toit, dans lequel s'infiltre l'eau de pluie, voire l'eau de rivière, voire l'eau d'étang, qui peut percoler petit à petit, reposant sur un sous-sol imperméable. Si cette nappe est enfoncée au fond, au très fond de la terre, et s'il n'y a aucune échappatoire pour que l'eau s'écoule, cette nappe, c'est une nappe fossile, et c'est ce qu'on appelle une nappe souterraine, donc qui est en quelque sorte permanente. C'est le cas sous le bassin parisien, vous avez une immense nappe sous la couche de l'Albien, qui est une nappe donc souterraine qui est captive, c'est-à-dire elle ne peut pas s'échapper. Dans le cas de la presqu'île guérandaise, de la presqu'île du Croisic et de son prolongement sableux de la falaise grise, nous avons là une nappe souterraine donc, qui est une nappe souterraine libre. Ce qu'on appelle aquifère, c'est le contenant, c'est-à-dire c'est la roche qui contient cette nappe phréatique. L'aquifère, c'est en quelque sorte la cruche, et la nappe phréatique, c'est l'eau qui est dedans. Sauf que ce n'est pas si simple. Il faut imaginer une cruche qui soit une éponge, et l'aquifère, c'est l'éponge remplie d'eau. Cette éponge, elle est soit saturée, donc là, l'eau peut se récupérer, soit cet aquifère a une zone non saturée,
Ça veut dire que là, dans les interstices de la roche, il y a de l'eau, mais pas suffisante pour être récupérée. J'ai pris l'exemple du Croisic, j'aurais pu prendre l'exemple de la Baule, les dunes de la Baule, où les premières villas ont été construites, chacune avec un puits donnant sur l'aquifère qui était sous les dunes de la Baule. Et j'ai ici un texte du maire du 10 juin 1900, où l'on dit que le maire d'Escoublac-la-Baule, par arrêté du 10 juin 1900, oblige les propriétaires des maisons qui ne sont pas habitées en dehors de la saison d'été à faire nettoyer leurs puits de façon à renouveler l'eau chaque année avant que leurs immeubles ne soient occupés. Les normes de construction se multiplient donc au début du XXe siècle, car la nappe aquifère sous la dune de la Baule, comme sous la dune de la dune grise, est une nappe qui peut être facilement corrompue par soit une pollution naturelle, soit par des pollutions venant des maisons voisines qui commencent à se construire. Sur la dune grise, on va commencer à construire des maisons en 1971 seulement. Mais pour la Baule, il en est différemment. J'ai aussi un texte qui vient des Sables-d'Olonne, du maire des Sables-d'Olonne, qui dit qu'il faut que les propriétaires des villas fassent très attention à ne pas rejeter les déjections fécales n'importe où autour de la maison pour ne pas corrompre les nappes phréatiques qui sont les seuls moyens d'avoir de l'eau dans ces maisons. Je rappelle aussi qu'au Croisic, par exemple, il y avait encore des porteurs d'eau dans les années 30. Et qu'au Croisic, ces porteurs d'eau amenaient de l'eau de la falaise, pour la plupart. Donc, ces dunes grises qu'on a vues tout à l'heure ont été sondées à partir de 1924 et exploitées dans les années 1926-1930 avec un premier syndicat intercommunal qui s'est placé car la gestion de l'eau rapproche les communes et on a là un exemple de mise en réseau des communes. C'est la naissance de l'intercommunalité, c'est l'eau qui génère de l'intercommunalité. Sauf que dans les années 33, la Baule, par exemple, manquait d'eau. Et donc, pour une station qui voulait se développer, c'était malvenu de manquer d'eau. Donc, à partir de 1933, la Baule a fait construire l'étang de Sandin, qui se trouve près de Guérande, et qui a permis d'avoir de l'eau toute l'année. Cet étang de Sandin a été ensuite utilisé par le syndicat des eaux de la Baule et celui de Bar-le-Croisic pour que le Croisic ait aussi de l'eau l'été, avec un relais à Livry-Kiki, où il y avait là un appareil pour déferrailler l'eau. Mais je me souviens, dans les années 55, quand je venais au Croisic, je voyais de l'eau rouge couler au Rio-Pinel, j'étais tout petit, je pensais que c'était du sang, parce qu'on ne savait pas bien déferrailler l'eau, parce que l'eau de ces nappes phréatiques est très acide, un pH donc très bas, et cette eau des nappes phréatiques attaque les tuyaux. Et à l'époque, l'eau arrivait rouge au robinet, c'était jusqu'aux années 50. Donc là aussi, même l'étang de Sandin ne permettait pas d'avoir totalement de l'eau, avec ensuite les 30 Glorieuses qui sont arrivées, la population qui se multipliait, et il y avait des coupures d'eau Croisic jusqu'aux années 62. Je prends cet exemple-là, je pense qu'à Pénétin, c'était la même chose. Alors, vous êtes depuis quelque temps devant une photographie qui n'a rien à voir avec la dune grise, puisque nous avons déjà passé le bloc de penché du Croisic et de bas, et les sables de la Baule et de Valentin, pour arriver dans les marais salants. Ce puits assaillé témoigne qu'il y a de l'eau douce sous les marais salants. Alors, d'où vient cette eau douce, semble-t-il, des communes voisines, et notamment du bloc bas le Croisic, et puis du sillon de Guérande. Cette eau douce, elle doit être assez profonde. Dominique Sellier a fait l'inventaire des sondages qui existent dans les marais salants. Et sous les marais salants, on a 22 mètres. Le socle imperméable est à moins 22 mètres sous les marais salants. Il remonte
vers l'Ancly, à 12 mètres, moins 12 mètres. Si on prolonge les sondages sous le casino de la Baule, par exemple, on est à moins 27 mètres. Autrement dit, j'ai eu le malheur de toucher à ça. Autrement dit, les marais salants ont sous leur surface salée une eau douce. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ces nappes fossiles, de ces nappes d'eau qui ne sont pas des nappes fossiles, qui sont des nappes vivantes, ce sont des nappes libres? Eh bien, il n'y a qu'une seule commune qui puise encore dans cette nappe phréatique qui peut être soumise à des infiltrations d'eau salée, c'est la Baule-Escoublac, là c'est les chiffres de 2021, j'en ai pas eu de plus récent, nous avons 11 577 mètres cubes d'eau qui sont puisés dans la nappe phréatique des dunes de la Baule, à un seul usage, c'est celui de l'arrosage. Je n'ai pas d'informations autre que celle-là, parce qu'une difficulté dans cet exposé que je fais, c'est que beaucoup de sondages sont faits par des sociétés privées qui ne communiquent pas leurs résultats. Et quand elles communiquent leurs résultats à la préfecture, puisqu'il y a obligation de déclaration à la préfecture, on n'a pas les retours toujours très, très précis. Et donc, voilà, on a le volume simplement. Ça veut dire qu'on exploite toujours ces nappes, elles sont toujours possibles, il est toujours possible de les utiliser, mais on voit la grande fragilité qu'elles présentent. À Pénétin, pour sortir un petit peu de notre secteur de la Côte d'Amour, là aussi, on voit que les nappes phréatiques sont près de la mer. Là, nous sommes sur les lieux-dits de Triguier, Clérandré et Tréhudal. Il y a eu trois puits de construits. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont été faits en 1957. Ça veut dire qu'en 1957, l'eau n'était pas suffisante pour la population de Pénétin. Donc c'était jusqu'à la moitié du XXe siècle que cette recherche d'eau locale a été menée, y compris dans la péninsule de Pénétin. Si l'on prend la côte également, on voit que cette eau souterraine jaillit. C'est le cas, par exemple, au Poudrantais, à la fontaine qui se trouve près de la mine d'or. Le lavoir de la Source, je parle du lavoir de la Source, c'est de l'eau qui suinte de la falaise, qui vient des nappes phréatiques et qui a été utilisée assez tardivement, jusqu'aux années 50, puisque les lavandières au lavoir de la Source utilisaient cette eau qui blanchissait le linge parce que cette eau possédait de la kaolinite, c'est-à-dire qu'elle avait des vertus de blanchissement. Alors pourquoi cette eau jaillit-elle sur la côte? On voit qu'il y a, lorsque la roche est fissurée, l'eau s'infiltre sur la partie abîmée de la roche, c'est-à-dire sur l'arène granitique qui constitue la zone érodée, s'infiltre dans les fissures et elle ressort par les exutoires. Parfois, elle ressort sous la mer, d'ailleurs, puisque vous avez le phénomène d'eau qui passe souterraine et qui sortent sur l'estran. Il y a quelques exemples au large de Piriac, par exemple, par un phénomène artésien, puisqu'il y a une pression, l'eau arrive de plus haut, et comme la mer est plus basse, le niveau de l'estran est plus bas, et vous avez l'eau qui surgit, ça crée des petites sources sous l'estran. Maintenant, nous allons aller sur le coteau de Guérande, c'est-à-dire sur là, on a la côte du Croisic, là c'est Saillé, donc il y a une petite pointe rocheuse. Ça veut dire aussi que s'il y a une nappe phréatique sous les marais salants, cette nappe, elle n'est pas continue, elle est fragmentée, puisqu'il y a le socle est fragmenté sous les marais salants. Et puis, le coteau de Guérande, qui offre donc un versant qui est un peu exagéré ici, mais sur lequel on trouve des fontaines, on trouve des mares d'eau, des mares, qui se trouvent à mi-hauteur du versant, dans le cas de Kéniken. Et puis, comment expliquer tout cela? Attendez, il manque une photo, mais ce n'est pas grave. Ici, donc, on a le schéma qui permet d'expliquer pourquoi on a des nappes phréatiques sur le socle, dans les roches dures, dans les roches fragmentées, tout simplement parce qu'il y a deux niveaux. Un niveau superficiel.
La surface piézométrique, c'est la surface du dessus de la nappe phréatique. Cette surface piézométrique, on en voit une qui se trouve en surface de la roche. Parce que la roche a été dégradée, parce qu'on a de l'arène granitique qui parfois peut faire 10 mètres d'épaisseur. Pour notre presqu'île, cette arène granitique ne dépasse guère 1 mètre. Mais ça suffit pour retenir de l'eau, c'est-à-dire que l'aquifère, qui retient l'eau, est composé d'arènes granitiques, de sable grossier et de blocs de roches cristallines, cristallophiliennes. Et puis vous avez des nappes plus profondes, puisque l'eau s'infiltre par les failles, les diaclases des roches, et vous avez une zone plus profonde où on peut trouver de l'eau. On peut trouver de l'eau à moins 100 mètres, moins 60 mètres, moins 90 mètres, autour de Guérande, dans des nappes plus profondes, dont je ne suis pas sûr qu'on sache très bien si elles communiquent entre elles ou pas. En théorie, elles communiquent entre elles parce que la roche elle est hétérogène et parce que les fissures sont là, les fissures et les zones de broyage ont multiplié les espaces où l'eau pouvait pénétrer. Donc on a 2 types de nappes phréatiques. On a des nappes phréatiques de surface et on a des nappes phréatiques profondes. Et en l'occurrence, ça, cette nappe phréatique profonde, elle est de nature très hétérogène et de profondeur différente selon le lieu où on est. C'est une affaire de lieu. La nappe phréatique, là, ce n'est pas comme la nappe de l'Albien sous la région parisienne qui va de la Picardie à la région centre en passant par l'Île-de-France. Là, on est sur des nappes très fragmentées, donc pas très, très abondantes. Et puis, vous avez le 3e type de nappe, c'est au niveau alors là, il y a une rivière qui est esquissée sur ce schéma, qui est un schéma théorique. Ce 3e type de nappe, c'est une nappe alluviale, c'est-à-dire que les rivières, dans leur lit majeur, ont des alluvions, et dessous, vous avez des nappes qui alimentent la rivière lorsqu'elle est en étiage et qui sont réalimentées par la rivière lorsque celle-ci a un niveau qui monte. Et ces nappes alluviales sont parfois alimentées elles-mêmes par des nappes phréatiques de surface, comme le pointillé bleu vous le montre. Et puis vous avez un 4e type de nappes, ce sont les nappes de roches sédimentaires. C'est le cas de Cambon, que vous avez ici à droite, représenté symboliquement. Le schéma ne correspond pas à notre relief, mais ça permet d'avoir une typologie des nappes qui est la même typologie que l'on a dans tout le massif armoricain. Alors vous imaginez que ces nappes ne suffisent pas à alimenter la population d'une presqu'île dont la croissance est très grande, et encore moins lorsque les touristes sont présents. Alors aujourd'hui, on a de l'eau potable qui est interconnectée avec justement la nappe de Cambon. Alors qu'est-ce que c'est que cette nappe de Cambon ? C'est une nappe qui a été découverte dans les années 50, exploitée d'une manière plus industrielle dans les années 72-73. Et cette nappe de Cambon est une nappe donc, qui se trouve dans un terrain tertiaire. En gros, le bloc basculé du sillon de Guérande avait créé une dépression. Et lorsque, il y a 60 millions d'années, il y a des mers qui sont venues monter jusque-là, eh bien, elle a recouvert cette zone et elle a laissé des dépôts calcaires. Donc, c'est une nappe de roches calcaires. Cette nappe de Cambon est une nappe qui a comme caractéristique d'être profonde et d'avoir une eau très pure, enfin relativement pure. Alors ça, c'est une coupe géologique à l'ancienne. Cette nappe de Cambon, c'est quoi? Alors vous avez les hachures en dessous, elles reposent sur le socle granitique, schisteux, micaschiste, etc. Ce sont des nappes de calcaire, ce sont donc des couches calcaires qui sont interposées là, suite à ces venues d'eau marine. Et sur cette nappe de calcaire, vous avez
aussi des couches argileuses qui sont intercalées. Donc cette nappe de Cambon, elle est assez profonde. Vous pouvez la voir qu'elle va jusqu'à moins 70 mètres. Ce sont des sondages qui avaient été faits dans les années 74 aussi. Et cette nappe de Cambon, elle a comme avantage d'être tout d'abord pas acide. Elle n'a pas l'acidité, le pH de nos nappes côtières qui se trouvent sous les dunes ou les nappes de surface comme l'étang de Sandin, où là on a de l'eau agressive. Là on a une eau relativement basique, ce qu'on appelle une eau alcaline, et cette eau est meilleure pour consommer puisqu'elle ne va pas mobiliser des métaux dans les canalisations lorsqu'elle va être transportée jusqu'au robinet. Ce qui n'empêche pas qu'elle va être traitée, bien sûr, mais elle aura une certaine pureté. Deuxième élément qui est une grosse chance pour cette nappe, c'est qu'il y a, sous cette nappe, il y a très peu de nitrates. Il y a très peu de nitrates, et le fait qu'il y ait très peu de nitrates s'explique par la présence excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, d'une matière qui annihile donc les nitrates. Alors cette nappe, elle est aujourd'hui très protégée, bien sûr. Elle alimente avec 8,5 millions de mètres cubes d'eau à la fois la Carène, c'est-à-dire la communauté de communes de Saint-Nazaire, mais aussi la communauté de communes de le Cap Atlantique. Cette nappe est protégée parce que, comme toute nappe phréatique, il y a un danger de pollution. L'eau s'infiltre, bien sûr, il y a plusieurs couches de filtres. Quand l'eau arrive sur la nappe semi-captive, ça veut dire semi-captive, ça veut dire qu'elle peut évoluer aussi en fonction des pluies, en fonction des sources qu'elle alimente. Cette nappe, elle peut être touchée par des pollutions venant du sol. D'où des mesures qui sont prises sur le bassin de Cambon. Ces mesures sont des mesures de bassin de rétention afin de capter l'eau polluante. S'il y a par exemple une rivière qui est polluée à la surface, il y a des barrages et l'eau polluée est mise en place dans des bassins de rétention jusqu'à ce qu'on évacue cette eau justement pour que la nappe ne soit pas polluée. Autre élément également de protection, c'est les agriculteurs qui font de l'agriculture biologique et qui font également qui ont eu des aides de la région, de Cap-Atlantique et de la Carène pour se mettre au bio ou pour tout simplement faire de l'arrachage, par exemple, de l'herbe sans phytosanitaire ou sans trop de phytosanitaire. Ces mesures ont été prises depuis 1995, c'est-à-dire que la nappe est utilisée depuis les années 70 et les mesures ont été prises depuis les années 95 et elle a été classée d'utilité publique en 2000. Excusez-moi, c'est le mot pyrite qui m'avait échappé tout à l'heure. Ce sont les pyrites qui sont dans la nappe de Cambon qui neutralisent les nitrites. Alors, aujourd'hui, cette nappe de Cambon fait l'objet donc d'une protection. Par exemple, les agriculteurs qui stockent du lisier pour répandre dans les champs le stockent sous des hangars. Ils répandent leur lisier au moment où les plantes en ont le plus besoin, c'est-à-dire au printemps, afin que ce lisier qu'il n'y ait pas de pénétration trop rapide dans le sol. Bon, décidément. Alors aujourd'hui, cette nappe de Cambon fait l'objet de discussions. Il y a beaucoup d'associations qui discutent autour de cette nappe de Cambon parce qu'il y a une partie de cette nappe, une toute petite partie, qui est attribuée à une société privée qui fait de l'eau minérale, qui produit de l'eau minérale, d'où bien sûr
un problème qui peut se poser dans la mesure où cette nappe, est-ce qu'elle suffira à ravitailler en permanence la Carène, sachant que la Carène cherche son eau aussi dans la Loire en amont de Nantes. Est-ce que cette nappe sera suffisante à long terme, sachant que les pluies ne sont pas forcément toujours régulières? Donc, un certain nombre d'associations qui ne sont pas d'accord avec le fait que la Carène a donc donné l'exploitation d'une toute petite partie de cette nappe. À qui? À Garouette notamment. À qui? C'est cristalline? Oui. Oui, bon, parfait. Et donc voilà, donc c'est un premier problème. Deuxième problème, cette nappe, comme c'est de l'eau pure, enfin pure, beaucoup plus pure que celle qui se trouve dans nos nappes côtières, cette eau est utilisée à 1% ou 2% pour la boisson. Le reste sert aux tâches ménagères, à l'eau qu'on utilise tous les jours. Et puis, cette eau est utilisée également par les industriels d'abattoirs. Donc là aussi, est-ce que les industriels d'abattoirs ne pourraient pas utiliser une eau retraitée, ce qui expliquerait, bien sûr, un changement technique des coûts, mais est-ce que finalement, une eau qui est précieuse, celle-là, elle est précieuse, ne peut pas être épargnée davantage plutôt que d'arroser des voitures ou nettoyer son bateau? Il y a beaucoup de gens maintenant qui nettoient leur bateau autour de la mer avec de l'eau douce. C'est de l'eau qui vient en partie de Cambon. Est-ce que ce n'est pas aberrant dans un moment où on a vu la couche très mince d'eau sur la Terre? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Bon, c'est un débat. Je ne peux pas le trancher parce que je n'ai pas les compétences techniques pour le trancher, mais il mérite d'être posé. Cette nappe, d'ailleurs, évolue. On voit là, en 2022, cette carte, ce schéma vous montre l'évolution de la nappe phréatique de Cambon sur une année. On voit que la nappe phréatique a des moments où elle est très... Alors, c'est la courbe moyenne, c'est la courbe bleue qui est au centre, c'est une moyenne. La courbe haute, c'est quand tout va bien, et la courbe basse, c'est quand on est en stress hydrique et qu'on a des périodes de sécheresse importantes. Donc, c'est la courbe la plus basse, qui est celle des années, des mauvaises années, celle verte, c'est les bonnes années, et celle qui est bleue, c'est la moyenne. C'est évident que cette nappe se recharge l'hiver et au printemps, et qu'elle baisse beaucoup l'été, parce que l'été, il y a une surconsommation. Ce matin, on parlait de 750 000 personnes qui venaient les week-ends sur la presqu'île guérandaise. L'été, c'est 350 000 personnes qui débarquent sur la presqu'île guérandaise et qui consomment de l'eau, qui en partie viennent de Cambon, surtout lorsqu'ils viennent dans la région de Saint-Marc, Saint-Nazaire, etc. Cette baisse donc, de la nappe phréatique vient aussi de la consommation de l'eau de cette nappe phréatique. Et puis elle commence à se recharger au début de l'hiver et puis à la fin de l'hiver. Ça correspond à peu près aux courbes des températures et des précipitations. On n'a pas tout à fait une coïncidence, il y a un décalage puisque l'eau qui percole dans cette nappe met plusieurs semaines à descendre jusqu'au fond, voire 3 mois dans certains secteurs. Donc elle a le temps de décanter ses saletés pour arriver tout au fond. Mais ce décalage qu'on voit sur les deux graphiques, vous voyez, là on est au plus bas au mois de juillet. Et là, le graphique nous montre, alors donc là, les mois ne sont pas indiqués, mais enfin, juillet, c'est là où les températures sont les plus élevées, où il pleut le moins, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, la consommation est décalée, il y a une réaction plus lente de la nappe. Et on voit les précipitations sont beaucoup plus importantes en octobre, novembre, décembre, qui sont les colonnes de droite. Donc l'eau de Cambon et de cette nappe phréatique, qui est la seule qui soit exploitable en masse, est traitée dans des usines, traitée de manière relativement simple.
d'une manière moins complexe que la nappe qui vient d'Arzal, de l'usine qui alimente Cap Atlantique. Là, il y a une oxygénation de l'eau et puis il y a quelques traitements avec le sable et bactéries pour traiter cette nappe. Donc l'eau est quand même relativement pure, il n'y a pas de nitrate, il y a un peu de phosphate, mais pas trop. On est en dessous des normes environnementales. Alors, on ne peut pas parler de ces nappes phréatiques sans parler du droit. Parce que le droit, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et c'est, je regarde l'heure, oui, je suis un petit peu à la limite. Il existe jusqu'en 1898, les nappes phréatiques, c'était une propriété privée. On n'y touchait pas, personne ne venait contrôler. Après 1898, il y a eu des contrôles. La législation a permis qu'il y ait des contrôles, mais ce n'était pas systématique. Ça dépendait des départements. C'est les départements qui décidaient ou pas s'ils contrôlaient la pureté de l'eau des nappes phréatiques et des puits. Et il a fallu attendre 1964 pour qu'il y ait une uniformisation de la législation sur l'eau, aussi bien des eaux de surface que des eaux souterraines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les eaux souterraines sont régies au même... alors, elles sont toujours propriété de celui qui possède le terrain, sauf si cette nappe phréatique alimente une rivière ou un fleuve, mais le propriétaire doit se soumettre, comme le propriétaire d'un étang, à un certain nombre de règles, une réglementation s'il exploite cette nappe. Autrement dit, on a une uniformisation de la législation en 1964, repris en 1992 et cette uniformisation reprise en 2006. Donc il n'y a plus de cas particulier, la nappe phréatique n'est plus un cas particulier. On peut posséder une nappe, on peut posséder un puits, on possède la nappe phréatique qui est dessous, comme on peut posséder un petit étang. Ce n'est pas interdit par la législation. Dans le cadre de la réforme donc, des territoires, des communautés, des communes, il s'est mis en place une compétence décentralisée de ces nappes phréatiques. On voit très bien que ces nappes phréatiques sont locales, même si elles ont généré de l'interlocalité, de l'interrégionalité même, mais elles sont locales. Donc les communes maintenant, et les communautés de communes, sont en charge de l'approvisionnement en eau, mais ça c'est pas nouveau, c'était les communes qui étaient en charge de l'approvisionnement en eau, la maîtrise des eaux pluviales, et surtout de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines, car la législation est la même pour les eaux superficielles et les eaux souterraines. Je passe pour arriver à la conclusion, sinon je déborderai. J'étais un peu rapide sur un certain nombre de choses, là, mais parce que un peu perturbé. Une conclusion qui est une conclusion peut-être un peu générale, un petit peu politique au sens noble du terme. Tout d'abord, la première remarque qu'on a faite, c'est la grande vulnérabilité de ces nappes phréatiques. D'autant plus que dans notre région, le sous-sol ne permet pas d'avoir des nappes massives et de grandes masses d'eau souterraines. Première chose. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on connaisse bien comment fonctionnent toutes ces nappes phréatiques de notre socle. Je me suis retrouvé là face à des difficultés. Je ne sais pas si elles communiquent entre elles. Le BRGM ne donne pas de réponse claire. Il parle d'une seule masse d'eau, mais bon. Deuxième chose, les aléas face à la pression démographique, car bien sûr, il y a deux problèmes qui se posent. Le choc des touristes qui arrivent le week-end et l'été sur notre littoral. C'est en gros la ville de Nantes qui se déplace sur notre littoral, 350 000 habitants stricto sensu, et c'est la ville d'Orléans qui se déplace de Pornichet au Croisic, qui se déplace l'été. Autrement dit, premier problème, comment faire face à ce choc qui oblige les installations à être surdimensionnées. Deuxième problème, la pression démographique, c'est aussi
du terrain qui est bétonné, c'est aussi donc de l'artificialisation du terrain, avec tous les écoulements qui se font dans les nappes phréatiques et qui peuvent rejoindre eh bien, les fleuves ou les nappes fluviales. Troisième question, comment rendre responsables les citoyens? La question avait été posée ce matin, comment faire adhérer par les citoyens ces enjeux environnementaux. À moins de doubler le prix de l'eau, c'est aussi quelque chose qui peut être fait, mais ça ne toucherait pas forcément les bonnes personnes. Donc un problème pédagogique. Et puis troisième problème, la mémoire. La mémoire, parce que j'ai commencé par le 19e siècle, j'aurais pu en parler beaucoup plus, mais cette mémoire est importante parce que c'est face à ces risques de manque d'eau, de pénurie d'eau qu'ont connu nos ancêtres, pas nos ancêtres, nos grands-parents, enfin mes grands-parents. C'est cette histoire-là qu'il faut ramener à la surface pour dire que l'eau n'est pas une évidence, car l'eau, elle est locale, et localement, on n'en a que très peu. Bon, voilà, j'ai essayé de faire cet exposé à partir de ces sources et quelques autres, si j'ose m'exprimer ainsi. Je vous remercie. Merci Guy. Et excusez pour ces incidents techniques. Merci. Quand tu vas répondre aux questions, tu te rapprocheras du micro, ou tu amèneras le micro plus près de toi. Question ici, là, Catherine. Et ensuite, là. D'abord, le premier qui a levé, le premier qui a levé la main, c'est à droite. Ensuite là, et après il y a quelqu'un dans la suite. Pour l'instant, 2 personnes. Merci beaucoup, parce que c'est un exposé qui expose un enjeu vital, il faut le dire. Alors, vous avez exposé effectivement notre environnement proche, c'est-à-dire effectivement la presqu'île guérandaise et ce qui entoure la presqu'île. Et en fait, ça pose question, je dirais, pour l'ensemble même de ce qu'on appelle les nappes phréatiques en France. Et j'ai des questions à ce propos, 2 particulièrement. Une dont j'ai pu faire une expérience visuelle sur plusieurs années, notamment vous parliez de la nappe souterraine sous le bassin parisien. C'est une nappe qui est extrêmement protégée, justement pour des questions de sécurité sanitaire. C'est-à-dire qu'au cas où les villes, Paris et toutes les autres villes autour, manqueraient d'eau, il y aurait donc cette possibilité, effectivement, de pomper ce qu'on pourrait, d'aller dedans. Actuellement, c'est absolument impossible. C'est donc protégé. C'est vraiment une sécurité nationale. Donc tout l'enjeu de l'eau, quand même. Et il se trouve que dans ce bassin parisien, il y a aussi évidemment la Brie, la Beauce, la Picardie. Et de mes yeux, 20 ans de temps, l'agriculture a évolué, notamment en Beauce, le maïs est apparu. Oui, c'est apparu depuis 20-25 ans, à grosse échelle. Hein. Et donc, gros consommateur d'eau. Donc, ils ont voulu pomper. Donc, ils ont commencé par pomper sur des nappes phréatiques relativement peu profondes. Et en l'espace de quinzaine d'années, toutes les rivières alentours se sont asséchées. Donc, quand vous parliez de relations entre d'une nappe à une autre, peut-être d'une rivière à une nappe, là, elles existent réellement, puisque les rivières se sont totalement asséchées. Quand il n'y a plus d'eau dans ces fameuses nappes peu profondes, ils ont demandé évidemment à pomper dans celle qui est sécurisée au niveau national. Ça a été refusé, fort heureusement. Ensuite, il y a une deuxième... C'est des parallèles, mais après, j'ai la question. Ensuite, il y a la deuxième chose qui est beaucoup plus récente, qui est effectivement le pompage avec les méga-bassines. Tout le monde a entendu parler des méga-bassines de Sainte-Soline, où les nappes, vous parliez que la nappe était propriété de la personne donc, qui disposait de ce terrain. Les méga-bassines appartiennent apparemment à des agriculteurs. Ils pompent aussi dans les nappes phréatiques. Il y a eu face à eux une revendication où les gens disaient, mais ils prennent en fait ce qu'on appelle le bien commun. D'accord ? Or, paradoxalement,
ce bien commun, c'est-à-dire ces méga-bassines, ont été financés à 80% par l'État. Il faut quand même le savoir. Donc, la question, c'est, il y a un enjeu vital, et on rejoint effectivement le problème sur Cambon, la nappe de Cambon, qui est utilisée par des industriels, même procédé que la méga-bassine. C'est-à-dire qu'on laisse effectivement une utilisation d'une nappe, d'un enjeu vital, à la fois pour la région de la Presqu'île, comme peut-être aux endroits des méga-bassines, mais on laisse faire. C'est-à-dire que cet enjeu vital, on le met avec... Vous parliez de cette fragilité, elle est complètement évidente, mais effectivement, on se retrouve devant des décisions, je dirais, extrêmement paradoxales par rapport à cet enjeu. Et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Merci. Réponse. Il y aura peut-être une heure là pour en parler. Réponse. Après, il y aura une troisième question, mais oui, non, après c'est là, et ensuite c'est là-haut. Alors la comparaison avec la région parisienne est compliquée parce que la nappe de l'Albien, c'est une nappe qui couvre l'ensemble du bassin parisien, donc on n'est pas dans la même échelle qu'ici. Bon. Pour les méga-bassines, je n'ai pas de dossier technique, je ne sais pas si l'État a autorisé, ça veut dire que la nappe phréatique n'est pas en communication avec un cours d'eau, puisque je ne suis incapable de vérifier. Je n'ai pas les documents techniques. Si c'est autorisé, ça veut dire qu'elle n'est pas en communication avec un cours d'eau. Sinon, elle ne serait pas autorisée. Le pompage n'aurait pas été autorisé. Ou s'il est autorisé, c'est parce qu'on estime qu'il s'agit d'une priorité nationale. Ce qui ne me semble pas. Oui, alors attendez. Un suivi et ensuite une autre question. L'exposé, c'était fait pour qu'il y ait des questions de ce type-là, sans réponse, forcément. Sauf que Sainte-Soline, pour revenir là-dessus, les méga-bassines... C'est un problème de droit, là. Il y en a plusieurs. Vous vous rendez compte qu'une méga-bassine, c'est 16 hectares, quand même. Je sais. Voilà. Donc, quand vous dites qu'il y a une autorisation, il faut savoir... Non, il a dit si il y a une autorisation. Voilà. S'il y a une autorisation... Il n'a pas répondu. Il faut savoir qu'il y a des gens, heureusement, fort heureusement, qui sont là pour dénoncer éventuellement cette autorisation. Parce que les dénonces, oui, c'est pas seulement pour la nappe phréatique, mais pas seulement là-dessus. Après, après, quand on pose la question des liaisons entre les nappes, comme vous disiez, vous-même vous disiez, mais on ne sait pas trop bien. Je pense que vous parliez du territoire aussi français. Sur le territoire français, on n'a pas des données. À Paris, c'est plus simple parce que c'est des crêpes qui sont accumulées dans le bassin parisien et entre les crêpes, il y a de l'eau. Donc la continuité, elle est plus évidente que dans du granit qui est morcelé. Pour les méga-bassines, je pense que c'est un terrain sédimentaire. Oui, doit être plus simple. Bien, je vais... dans les Deux-Sèvres, j'entends. Oui, je voudrais répondre quand même. Merci. Le problème des méga-bassines pose deux problèmes. Est-ce que l'on continue à faire de l'agriculture qui a besoin d'eau? Est-ce qu'on ne change pas de modèle agricole? Je crois que c'était aussi une partie. Même si juridiquement, je pense que juridiquement, l'État ne s'est pas mis en faute. Mais il y a un problème de philosophie. Puis deuxième problème, une méga-bassine, c'est de l'évaporation l'été, c'est de l'eau perdue. C'est de l'eau perdue. Pourquoi pas faire un château d'eau dans ce cas-là? On remplit le château d'eau et dans ce cas-là, on ne perd pas l'eau. Vous attendez. Mais voilà, c'est la réponse. Mais je n'ai pas de dossier technique en main. Et je ne sais pas si quelqu'un l'a vraiment. Il faudrait aller voir le préfet de Poitou-Charentes pour... Non, attendez. Oui, je pense que la pause, parce que il n'y a pas de méga-bassine. Je ne nie pas. Non, mais vous n'avez pas la parole pour l'instant. La pause servira. Évidemment que je ne vais pas m'immiscer dans votre conversation, qui est extrêmement intéressante. Simplement, c'est le cadre. Je suis habitant de Cambon. Maintenant, vous avez droit à votre question. Rapidement. Donc, on n'a pas de méga-bassine en presqu'île garandaise. Moi, je suis habitant de Cambon, au-dessus de la nappe phréatique. Et puis, juste un petit renseignement pour M. Baron. Il a parlé de l'Ancly avec de l'eau douce à 12 mètres sous les marais salants. C'est bien ça? Bon, à Maison Brûlée, au bord des marais salants, on a de l'eau douce à 9 mètres. Oui. Bon, c'est tout. Bah oui. Là. Alors, non, attendez, je tiens à préciser. Non, mais c'est juste un petit détail, on passe. En bordure de coteau de Guérande, on est à 1 mètre, 9 mètres, et on descend à 22 mètres. Donc, on se sert d'eau douce à Maison Brûlée à 9 mètres. Oui. Voilà. Alors, nappe de Cambon. Moi, je suis habitant sur Cambon. Je veux juste vous dire que tout ce que vous avez dit, tout à fait, pas de problème exact au niveau géologique, qualité de l'eau.
au niveau de la captation par une entreprise privée, ce sont les eaux cristallines qui commercialisent de l'eau en bouteille. Autour de cette nappe de Cambon, il y a une zone de protection, effectivement, c'est de l'eau potable mise en bouteille. Mais je peux vous dire également que, ayant été adhérent de l'association, vous avez parlé de l'association de la préservation de la nappe phréatique de Cambon il y a quelques années, il a fallu intervenir pour empêcher que la Colarena, c'est-à-dire la grosse laiterie de Cambon, qui a changé de nom de plusieurs fois et qui maintenant a des problèmes, si j'ai bien vu dernièrement, balançait ces eaux résiduelles de process, les eaux résiduelles de fabrication de lait en poudre, sur la nappe phréatique de Pimbron, que les zones de vidange des fosses d'aisance du coin balançaient les excréments humains pour engraisser les prairies au-dessus de la nappe phréatique de Cambon, excusez-moi, qu'il a fallu faire arrêter tout cela. Bon, écoutez, il faut qu'il y ait de l'action pour que notre eau potable continue à arriver à notre robinet. Voilà, tout simplement. Et puis pour conclure, puisque vous avez parlé de la responsabilité sur les dernières diapos, des citoyens, la question que je pose souvent aux gens dans des réunions: bonjour Monsieur Baron, quelle est votre consommation d'eau potable sur votre facture? Répondez-moi. Vous ne savez pas? Eh bien, c'est que ça ne vous inquiète pas. Moi, c'est 18 mètres cubes par an. Merci pour cette vigilance patriotique. Est-ce qu'il y a une... Non non, ma facture d'eau, je la connais en gros, hein, mais bon, c'est vrai que... D'accord. Vous avez raison, okay. Vous avez raison. En gros. On remonte, si je peux m'exprimer comme ça, en haut. Merci pour la présentation. Un peu plus fort. Je vais essayer. Une question, en fait, si on a un puits près de chez soi, est-ce qu'on peut considérer qu'il est important de le nettoyer régulièrement pour préserver la nappe qui est en dessous, ou est-ce que c'est une question qui ne se pose pas? Bien entendu, excusez-moi. Si j'ai un puits chez moi, oui, est-ce que je dois faire attention, être vigilante à le nettoyer régulièrement de manière à ce qu'il n'y ait pas de pollution de la nappe qui est potentiellement en dessous, oui, ou est-ce que c'est un problème qui n'a plus lieu de se poser? Si vous faites plus de 8 mètres cubes, répondez dans le micro. Il y a des contrôles si vous faites plus de 8 mètres cubes d'eau. Il y a des contrôles de l'ARS, oui, de l'Agence régionale de santé. Mais est-ce qu'il faut les nettoyer, nos puits? Il faut les nettoyer, je pense, mais bon. Je ne suis pas technicien, puisatier, donc je ne peux pas vous répondre. Et ensuite, au milieu devant, Catherine. Alors, vous avez parlé des nappes phréatiques sur le coteau de Guérande, oui, et vous avez dit on ne sait pas très bien si elles correspondent entre elles ou pas. On ne sait pas toujours. On sait pas toujours. Il n'y a pas des moyens modernes aujourd'hui de voir justement où est l'eau? Il y a des moyens sous forme d'envoi de sonar. Avec des sonars, on peut. Oui. Mais il faut que ces moyens, il faut que ça soit... Pour utiliser ces moyens, il faut que ça soit rentable. C'est-à-dire, si on sait qu'il y a des petites nappes à droite à gauche, on va pas... J'ai l'impression que le BRGN ne va pas déployer des gros moyens pour des petites quantités d'eau. Mais je ne pense pas que ça a été fait. Mais c'est à... Il n'y a pas des géographes aujourd'hui qui font des cartes, justement de... Les géographes font de la géographie sociale maintenant. Ils ne font plus de géographie physique. C'est ça le problème. Catherine? Mais les géologues, oui, il y a des géologues qui sont spécialistes des aquifères. Mais je ne sais pas s'il y a eu des études de fait là. Il n'y en a pas eu, à ma connaissance. Vous vouliez parler, là, quelqu'un au milieu? Oui. Non? Bon. Alors, on est reparti derrière, là-bas. Ah bon? Moi, pardon, ce sera très rapide. Je voudrais savoir comment on nettoie un puits ou voilà. Parce que j'ai demandé l'aide des sapeurs-pompiers. Ils m'ont dit, non. Si personne ne sait... non, mais attendez, oui. Il faudrait s'adresser, je pense, à la DTTM. Alors, au cas où il y a... C'est eux qui font la police de l'eau, ils doivent avoir des réponses à cette question. Hein. Mais il y a l'ADREAL aussi, l'ADREAL est compétente. Mais alors là, on est dans le millefeuille administratif. On a une question pour suivre, et ensuite ici, là-bas, à gauche, à l'arrière. Il y a un puits. Et après, on arrête parce qu'on a déjà... Non, mais permettez. Et après, on arrête parce qu'on a déjà dépassé
l'heure à laquelle on est supposé faire la pause. À vous, terminez. Alors, il y a un puisotier à Saint-Nazaire, ça s'appelle Montpuy. C'est ici derrière. Dans l'allée, là, derrière. Oui, bonjour. Ce que je vais vous dire, ça vaut ce que ça vaut comme information. J'ai appelé le BRGM il y a à peu près 3 semaines à moi. Je voulais justement poser une question quant aux nappes phréatiques de la région. Donc, pour information, eux ne font pas d'études par eux-mêmes. Donc, déjà, il y a 2 uniquement hydrologues sur l'ensemble de BRGM, Bretagne, Pays de la Loire, donc ce qui n'est pas beaucoup. Ils n'ont pas le temps, donc ils n'ont pas de financement. C'est-à-dire que tout projet qu'ils mettent en place doit être financé par la région, par le département, par une commune. Donc, d'eux-mêmes, même si ça les intéresserait beaucoup, et la réponse, à nouveau, ça vaut ce que ça vaut, ils n'ont pas d'informations précises sur le volume de la nappe phréatique de Cambon. Donc, moi, je posais une question toute bête, c'est de savoir est-ce qu'il y a une idée, justement, de l'évolution de ce volume, en fonction des précipitations, si c'est rechargé, pas rechargé, etc. C'est pour ça que vous avez montré un schéma tout à l'heure, donc je ne sais pas trop d'où... Alors pour les hydrogéologues, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de gros moyens mis en œuvre, le BRGM n'aura pas l'argent pour le faire. Donc si les élus locaux décident que ce n'est pas intéressant de faire cette étude, ça ne sera pas fait. Deuxièmement, pour la nappe de Cambon, la seule chose que j'ai, c'est des volumes contradictoires. Selon les publications, ce n'est pas le même volume d'eau. Donc, c'est la seule réponse que je peux vous faire. Je ne suis pas... Je n'ai pas de précision. J'ai trouvé des volumes d'eau qui étaient parfois 30% en dessous d'un volume annoncé, voire parfois 30% au-dessus. Je ne sais donc pas. C'est pour ça que je n'ai pas annoncé de chiffres, d'ailleurs, parce que... moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas d'idée aujourd'hui des volumes précis, comment ça recharge, on a quand même des informations, puisqu'on a des graphiques sur l'évolution de l'eau, donc on a des informations... Moi, je ne suis pas spécialiste, je vous dis ce qu'ils m'ont répondu au téléphone. Je posais une question par rapport à la Brière, par exemple. Donc, ils n'ont pas d'idée de ce qui se passe réellement au niveau de la Brière. Donc, je leur demandais, mais est-ce qu'il y a des études ou des choses? Et là, ils m'ont dit que le problème qu'ils ont, en fait, il est double, c'est que pour faire une étude, ils ont besoin d'argent. Et donc, le syndicat de la Brière, tout ce qui gère la Brière, il y a 5-6 ans, avait fait une demande auprès d'eux. Et le BRGM leur avait dit, mais on n'a pas d'historique. Donc déjà, il faut 5-10 ans pour pouvoir faire un historique. Et donc, il fallait mettre des capteurs. Et donc, ça coûtait moins de 100 000 €. Et la décision a été prise de ne pas prendre de décision. Donc, pour l'instant, ils n'ont toujours pas commencé à pouvoir étudier ce qui se passait autour du marais de la Brière. Et d'ailleurs, une question, ça serait de savoir quel est le rôle du marais de la Brière, justement, par rapport à l'alimentation des nappes Oui, bien. Là, je ne vous parle pas de... Enfin, non, je vais passer à un autre sujet. Bien. Et dernière question, c'est qui est propriétaire d'une nappe phréatique? Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si elle est considérée comme d'utilité publique, c'est l'État ou la région, c'est l'État. Oui. Donc c'est l'État qui décide. Pour Cambon, alors elle n'est pas propriétaire, c'est d'utilité publique, c'est la collectivité territoriale. Je ne sais pas si c'est l'intercommunalité de Cambon ou si c'est la Carène. C'est soit la Carène, je pense, qui est propriétaire avec l'intercommunalité de Cambon, je pense. Bien. Donc, vous voyez la difficulté que... Quelqu'un veut parler? J'ai une question à dire. Vous voyez la difficulté que j'ai eue à monter cet exposé sur des données que je n'avais pas. Mais, bon, avec le sens géographique, j'ai essayé de faire quelque chose. L'objectif, c'était de sensibiliser, finalement, à l'idée quand même qu'on parle de maisons autonomes. Autrefois, c'est vrai que les maisons croisiques avaient toutes des citernes. Mais il y avait beaucoup de maisons qui avaient des puits. On l'a vu à la Baule, en 1935, les villas avaient des puits là où il y a le Remblai actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des maisons ou des lotissements autonomes avec une nappe phréatique qu'ils utiliseraient à bon escient pour arroser le jardin plutôt qu'utiliser l'eau? Est-ce que ça ne pourrait pas être une politique? Ça existe déjà.
Ça... Catherine, une question? Vous regardez, en revanche, c'est la dernière. Dans l'exposition, il y a des panneaux qui expliquent comment on peut réutiliser l'eau de pluie et les eaux grises, etc. Mais ma question, ce n'était pas celle-là, celle qu'on s'est posée et qu'on a posée au SBVB, c'est celle du rejet dans la Loire des surverses d'eau douce de la Brière qui font un volume extraordinaire. En un mois, ils baissent la Brière de 20 à 30 cm. Ça fait des milliers de mètres cubes d'eau douce qui sont entièrement reversés dans la Loire parce qu'on veut aller très vite assécher les prairies pour que l'herbe pousse pour y mettre des bovins. Et donc, ils en sont très conscients là-bas au SBVB. Et effectivement, moi, c'est le bassin versant du Brivet. Et donc, ils sont sur la nappe de Cambon. Et donc, ils sont en train de réfléchir à comment faire pour avoir stocké, comment la faire en hauteur, parce qu'on ne peut pas la stocker quand elle est en bas. Donc, voilà. Mais c'est une question qu'il faut quand même on suive, parce que je pense qu'il y aura à poser les questions après politiques pour la richesse, pour la valorisation de ces eaux-là, quoi. Dans le compte-rendu du voilà, colloque, il y aura des questions que vous allez poser. Ce genre de questions, ce genre de remarques qui a été faite, enfin d'informations qui a été donnée. Le site dont vous avez parlé pour le nettoyage des puits, toutes ces choses-là vont être dans le compte-rendu. Oui, d'accord.